sommes les éditions Tusitala. Et donc on s'est rencontrés, Mickaël et moi, parce que Mickaël était journaliste pour un site internet qui s'appelait Even. Et moi j'étais attachée de presse pour 2 maisons d'édition de bande dessinée indépendantes. Et comme Mickaël écrivait non seulement sur le roman noir mais aussi sur la bande dessinée, on a eu l'occasion de se voir à de multiples reprises. Et Mickaël m'a conseillé beaucoup de bons livres. Moi ça faisait longtemps que j'avais envie de monter une structure éditoriale qui s'appuierait sur du texte parce que j'avais fait des études de littérature et que j'étais contente de bosser avec l'image mais que j'avais envie de travailler sur le support de texte et j'ai trouvé en Mickaël une personne avec qui je me voyais très bien travailler. C'est Carmela qui m'a demandé et j'ai jamais su dire non à Carmela. Alors j'ai dit oui. Moi j'étais journaliste déjà depuis 5 ans et je commençais à en avoir un peu marre de certains aspects de ce travail. Et c'est vrai que je tournais un peu en rond et j'étais pas contre l'idée d'essayer quelque chose d'autre. Et il s'est trouvé qu'à cette période-là, j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvé au chômage et que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'y mettre vraiment et qu'on a commencé à se dire essayons, moi j'avais plus de boulot, essayons vraiment à fond cette histoire de maison d'édition et alors, voyons où ça nous mène. Et ça nous a mené ici aujourd'hui. Ça nous plaisait pas mal de commencer sans moyens, en fait, parce qu'on n'avait pas de capital, on n'a pas de fric, on n'a pas une famille derrière qui est prête à assurer 10 000 euros, on n'avait pas d'investisseurs. On a une famille quand même. Ouais, mais pas très riche. On trouvait ça super de tout débuter en même temps, d'essayer de construire une ligne éditoriale, de chercher quels auteurs de ceux qu'on aimait pouvaient nous conseiller quels auteurs on avait envie de travailler avec certains libraires qu'on aimait beaucoup, on avait envie de se poser plein de questions sur la diffusion et la distribution et en fait ça nous a toujours beaucoup motivé cette affaire de chaîne du livre. On adore voir comment les graphistes travaillent, comment est-ce qu'ils pensent le livre, quels diffuseurs sont le plus aptes à porter quel type de projet littéraire, dans quelle librairie on est le mieux placé, avec lesquels libraires on s'entend le mieux et toutes les questions de droit, de recherche de droit, de royalties, de combien on va payer un traducteur, combien est-ce qu'on est prêt à mettre pour payer. C'est toutes des questions qui nous semblaient très intéressantes et desquelles on aimait beaucoup parler. Et en fait, c'est aussi le métier d'éditeur qui nous passionnait. Surtout aujourd'hui où on dit que le livre est mort, qu'il y a le numérique et tout ça, ça nous semble important et d'autres éditeurs l'ont montré. Je pense à Attila, Monsieur Toussaint Louverture, des éditeurs comme ça, qu'en prenant soin de l'objet livre aussi, c'est comme ça aussi qu'on fidélise des lecteurs et qu'on trouve sa place en librairie malgré le nombre de livres qui sortent. Et c'est vrai que toute cette chaîne-là nous intéressait de réfléchir aussi à pas mal de principes, essayer de faire que nos livres soient pas trop chers, mais en même temps essayer de payer tout le monde, essayer comme ça de parvenir à un équilibre qui ferait que si tous les éléments de la chaîne sont traités avec respect, du lecteur jusqu'au graphiste, au traducteur, etc. Jusqu'à l'imprimeur même évidemment. On s'est dit, ça peut pas ne pas marcher dans le sens où oui, peut-être qu'on n'en vendra aucun, mais au moins nos livres se tiendront, notre discours sera cohérent et c'est ça qu'on voulait faire. Et c'est vrai que cette histoire de chaîne du livre est quelque chose d'assez important pour nous. C'est pour ça qu'on a mis du temps aussi, puisqu'on a commencé finalement il y a 3 ans exactement que je me suis retrouvé au chômage, donc ça fait quand même un moment qu'on est sur ces bouquins-là. Notre ligne éditoriale, c'est pas juste regardez nos bouquins, c'est ça. Nos bouquins, c'est ça, et c'est aussi une manière de travailler, et c'est aussi une manière de faire des livres, et c'est aussi une manière de les présenter aux lecteurs, etc. La ligne éditoriale, il y avait un truc qui nous amusait beaucoup, c'était le jeu de on aime beaucoup un écrivain qui aime beaucoup un autre écrivain, qui en général est publié, mais cet autre écrivain, il aime encore une troisième personne. Enfin, il y a un truc d'aller rechercher des livres qui ne sont plus mis en avant mais qui ont réussi à influencer d'autres auteurs. C'est toujours des histoires de l'arbre qui cache la forêt. Et en bande dessinée par exemple, c'est quelque chose que je connaissais très bien, que j'avais déjà beaucoup vu d'un auteur de bande dessinée qui se réclame d'un autre et à la 3e ou 4e échelle, et c'est quelqu'un qu'on ne connaît plus mais qui était extrêmement talentueux et c'est toujours des gens qu'on a envie de remettre en avant. Maintenant donc on a un peu joué à ce jeu-là.
Michael est tombé comme ça sur Acosta. Ouais. On avait une petite liste d'auteurs comme ça dont on avait glané les noms, soit au cours mois d'interview, comme j'étais journaliste, soit au cours de lecture, voilà. Et on a un moment, on a tout lu, on a fait le tri, et assez vite on est tombé sur Acosta, donc via Hunter Thompson, puisque Hunter Thompson, donc Las Vegas Parano, c'est Hunter Thompson et Oscar Acosta qui sont Raoul Duke et le Dr Gonzo. Et dans ses écrits, ses articles, qu'a réédité Tristram notamment, il parle plusieurs fois d'Acosta. C'est un personnage qui lui sert de guide quand il fait une enquête dans le milieu de Chicano lors de la mort d'un journaliste de Chicano. C'est un personnage avec qui il correspond aussi dans les correspondances de Thompson. Acosta apparaît. Et donc c'est un nom qu'on avait comme ça, un type qui a écrit 2 bouquins qui n'ont jamais été traduits dans les années 70, et on les a lus et on a beaucoup aimé, et assez vite on s'est dit tiens, ça pourrait être assez représentatif de ce qu'on aimerait faire, dans le sens où c'était un texte ancien et oublié qui n'avait jamais été traduit, donc c'était inédit. C'est un truc qu'on fera des rééditions aussi sans doute, mais le côté inédit nous intéressait au moins pour commencer et montrer qu'on ne va pas faire que de la réédition. Il avait ce côté très ancré dans une époque, une population précise, avec tout ce côté historique, politique, social, qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et en plus, c'était un vrai livre de littérature, c'est-à-dire même si c'est ses mémoires, c'est de l'autofiction, il y a quand même une vraie écriture, il y a une vraie patte, il y a un ton, il y a une manière de raconter une histoire qui est pas commune, et qui en effet peut en plus rappeler un peu celle de Thompson, puisque Thompson l'a beaucoup influencé dans son écriture. Et assez vite, Acosta, du coup, est apparu comme potentiellement pouvant être notre premier auteur et étant assez représentatif de ce qu'on aurait aimé faire. Sur le locataire, en fait, on voulait publier un livre d'une autre auteure islandaise et une auteure contemporaine. Et alors on cherchait les droits, c'était pas évident qu'on les ait, parce qu'il y avait déjà un autre gros éditeur français qui avait pas mal de fric qui était potentiellement dessus. On n'avait pas de réponse, et donc on essayait d'être un peu lourd, et on s'est dit puisque l'éditeur il nous répond pas, on n'a qu'à appeler une journaliste islandaise, comme ça elle va essayer de l'appeler l'éditeur. Enfin, on essayait de... Et en fait, cette journaliste islandaise nous a dit oui, publier cet auteur c'est super, pourquoi pas, mais surtout si vous êtes éditeur français et que vous vous intéressez à la littérature islandaise, moi ce que je me demande c'est pourquoi vous n'avez jamais publié Un locataire de Svava Jakobsdóttir, étant donné que pour nous en Islande c'est un roman fondateur du féminisme, de l'antimilitarisme, de ce type d'écriture très resserré, très élégant, qui va donner le ton à toute une génération d'écrivains islandais des années 70 à maintenant, enfin, surtout des années 80 à aujourd'hui, et qui sont des auteurs déjà reconnus. Et c'est vrai qu'en fait, Svava Jakobsdóttir, elle est très connue dans les pays anglophones, dans les pays anglophones aussi, parce qu'elle a étudié avec Sylvia Plath, et enfin pas seulement pour ça, mais c'est quand même un personnage connu dans le paysage de la littérature nordique dans les pays anglophones. Et donc, du coup, on a lu la version en anglais, parce qu'on n'y parle bien l'islandais, et on a tout de suite trouvé ça incroyable. Quand on publie des textes qui datent des années 60 ou 69 pour Svava et 72 pour Acosta, forcément, il faut à un moment introduire le texte d'une manière ou d'une autre au lecteur d'aujourd'hui. Et c'est vrai que sur ces deux cas-là, on s'est dit que c'était utile, en tout cas, d'avoir un petit paratexte. Ce ne sera pas le cas à chaque fois, je pense que des fois, il n'y a vraiment pas besoin, il y a des textes qui marchent tout seuls. Mais bon, là, la préface d'Hunter Thompson, elle existait dans la version américaine. Et c'est sûr que non seulement je trouve qu'elle est très drôle, très émouvante, et qu'elle donne envie vraiment de lire le livre, et c'est vrai qu'en plus, ça nous fait forcément une plus-value, puisque Hunter Thompson est connu, donc de mettre son nom sur la couverture, que ce soit auprès des journalistes, des libraires ou des lecteurs, ça fait déjà quelque chose ça fait un titre qui fait que Oscar Acosta seul n'aurait peut-être pas éveillé ça, alors que marqué préface d'Hunter Thompson, ça le fait. Et pour Svava, c'est vrai qu'on a hésité à mettre une préface ou une postface, parce que c'est un texte qui est à la fois très riche, qui a beaucoup de sens, et en même temps c'est un texte qu'on n'a pas envie d'expliquer. C'est des fois le défaut des préfaces, c'est les préfaces de 10 pages qui te racontent tout ce qui va se passer dans le livre en te donnant déjà un angle de lecture. C'est débile, et ça nous on n'en veut vraiment pas. Par contre, c'est vrai que le personnage de Svava étant complètement méconnu en France, il y avait eu un de ses livres qui avait été publié par Corti en 2002, mais qui était passé à peu près inaperçu, et finalement qui n'avait pas imposé son nom. On s'est dit que ça pouvait apporter quelque chose d'avoir cette petite postface qui permettait
en plus de faire cette comparaison avec une auteure connue qui est Sylvia Plath, avec laquelle elle a fait ses études, et a donné un angle un petit peu sur sa vie. Et puisque le locataire est suivi d'une petite nouvelle, ça permettait peut-être de donner un point de vue assez général sur son œuvre, en ayant 2 textes plus une postface qui mettait ça en relief. Un locataire, c'est un livre qui a été écrit en 1969 par Svava Jakobsdóttir et qui en plus d'être un écrivain islandais, une écrivain islandais reconnue, est aussi un personnage politique très très important pour le XXe siècle islandais. Un locataire, c'est l'histoire d'un couple qui a tout simplement pas assez d'argent pour payer le loyer et donc qui va se louer une partie de leur appartement. Et le sous-locataire arrive dans l'appartement et on comprend assez rapidement que c'est un étranger parce que en plus de la barrière du langage, il y a toute une barrière de mœurs qui sépare complètement le couple de cette troisième personne. Et alors le couple est tout en politesse islandaise, donc va attendre d'appréhender la manière dont le locataire va s'installer dans l'appartement, histoire de pouvoir se mettre autour. Et le locataire est dans une espèce de sans-gêne qu'on va comprendre ensuite un peu à l'américaine comme ça. Et donc lui, tant qu'on lui met pas de limite, s'installe. Et donc en fait, ce roman, qui est un roman très court, va très rapidement tourner au fantastique et va très vite dévoiler de manière très métaphorique la situation de l'Islande pendant la guerre froide. Et c'est vrai que c'est un texte qui est en apparence très simple, qui est résumé comme ça, paraît assez candide. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment la manière qu'a Svava je dis Svava parce que c'est pas parce que je me la pète, les Islandais ils s'appellent pas leur prénom, et Jakobsdóttir, personne n'ira le livre si on l'appelle Jakobsdóttir. Et c'est vrai que la manière qu'elle a de raconter une histoire très très simple, mais en arrivant à en donner plein de résonances, c'est-à-dire à la fois une résonance, comme le disait Carmela, sur la guerre froide et la situation de l'Islande à l'époque, mais aussi sur la place de la femme, sur la vie de famille, sur cette histoire dont on a l'impression des fois de ne pas toujours comprendre de quoi il retourne, mais de ne pas avoir besoin non plus d'explications. C'est-à-dire c'est ce genre de texte où c'est assez diffus, ça ne sera jamais expliqué, on ne nous expliquera jamais tout. Et je pense que c'est un truc qui a perdu des fois la littérature, et c'est bien de revenir à des auteurs comme ça, cette manière de laisser des portes ouvertes, de laisser la liberté au lecteur. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait non plus de préface, c'est volontairement une postface, et pour pas donner trop de direction à ce texte. C'est vraiment un texte. Là, on commence à avoir des retours de libraires et de lecteurs, etc. Beaucoup de gens y voient des choses différentes, beaucoup de gens y voient des influences différentes, ça leur évoque des fois des auteurs japonais, des fois des auteurs américains, des fois du théâtre de l'absurde, enfin, ça évoque plein de choses et c'est marrant de voir comment ce texte résonne différemment chez chaque lecteur. Mémoire d'un bison, ça commence par le jour de 1967 où Oscar Acosta décide qu'il en a marre d'être un avocat commis d'office et d'exercer un métier foireux en Californie. Et donc il claque la porte de son boulot, il prend sa bagnole et il s'en va. Et il a envie de prendre plein de drogues et de un peu faire un road trip à la 70s, et en fait donc ça va être tout son road trip, Mémoire d'un bison. C'est un road trip dans lequel il va prendre pas mal de stupéfiants, mais c'est surtout en fait la prise de ces stupéfiants qui va aussi lui permettre de se rendre compte avec le temps et aussi le parcours en voiture de qui il est. Et donc il y a quelque chose de chouette avec les parcours en voiture, c'est que c'est comme les conversations dans les parcours en voiture, on avance. Parce que comme on avance physiquement, on avance aussi dans le raisonnement. Et il y a un rythme très circulaire dans le livre où en fait, au fil des villes qu'il va traverser et des rencontres qu'il va faire, il va arriver, c'est chouette parce que c'est un cheminement mémoriel qui n'est pas du tout chronologique. Et donc, de manière assez désordonnée, à se rappeler certaines anecdotes de son enfance, donc de petit gamin miséreux, immigré mexicain, qui est ni bien considéré par les Mexicains, ni bien par les Américains. Donc ça parle beaucoup du racisme aux États-Unis à cette époque-là. Et évidemment, ça donne les prémices d'une part du mouvement de Chicanos, mais d'autre part du fait qu'il va lui-même finir par en être un des leaders. C'est rigolo parce que c'est un personnage qui n'est pas vraiment sympathique, Oscar Acosta, pas du tout aussi attachant que Thompson. C'est pas quelqu'un qu'on a envie d'inviter à la maison, c'est même plutôt quelqu'un d'assez désagréable, mais c'est quand même un personnage très très étonnant parce que
c'est toujours ce qu'on se dit que finalement, on a tendance à beaucoup vouloir faire le parallèle avec Thompson parce que c'est comme ça qu'on connaît Acosta et que c'est quand même Thompson qui l'a poussé à écrire et a poussé à être célèbre. Mais je pense que mine de rien, on sent qu'Acosta il vient d'une situation politique et sociale très difficile. Et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça en fait pas un personnage pour qui la vie est simple. Et que c'est un personnage qui a les dents longues, qui sait très bien où il a envie d'aller et qui est beaucoup plus sensible au charme féminin, à la drogue, à l'argent, qui a des instincts beaucoup plus vils, mais c'est aussi des instincts qui ne viennent pas de n'importe où, des instincts de quelqu'un qui a été dans le besoin. Beaucoup plus spontané finalement, il n'a pas du tout le cynisme qu'a Thompson et le recul qu'a Thompson. Thompson il a cette manière d'arriver quelque part et il s'enregistre sur son magnéto et en fait il a pigé la situation et il a un recul que certains devront attendre 10 ans pour avoir quand il est sur une situation, quand il fait un reportage. Et c'est vrai qu'Acosta il n'a pas du tout ça, donc c'est à la fois un personnage qui est complètement mégalo, qui est complètement arriviste et en même temps toujours en ayant conscience. C'est-à-dire il a jamais confiance en lui, il se prend pour un raté, il n'arrive jamais à conclure avec une fille et finalement il arrive à être... c'est typique de ces personnages de romans qui a priori sont pas forcément attachants, qui n'ont pas que des bons côtés mais finalement qui réussissent à être assez émouvants et petit à petit en se dévoilant et en expliquant pourquoi il en est arrivé là, on comprend que c'est un personnage avec beaucoup de frustration et pour lesquels la question du racisme et de l'identité sont, comme le disait Carmela, des questions viscérales, primordiales. Et c'est pas un hasard si en fait son combat personnel pour s'affirmer en tant qu'homme adulte, arrêter de ne pas avoir confiance en lui, arrêter de s'enfuir dès qu'une fille lui parle, arrêter de prendre des drogues pour être un peu détendu, ça rejoint finalement le problème de toute une population, la population mexicaine-américaine de l'époque qui est prise entre deux feux, elle est rejetée par les Mexicains et par les Américains et essaye de s'affirmer, de trouver son identité à elle. Et d'ailleurs c'est assez marrant finalement de voir que cette population-là prend le nom de Chicano et que Oscar Acosta devient Zeta, prend un nouveau nom aussi pour affirmer sa nouvelle identité. Et on peut vraiment faire un parallèle entre la vie d'Acosta et la vie du mouvement de Chicano. Et finalement, quand il arrive à Los Angeles à la fin du premier volume, et c'est ce que racontera la suite de Mémoire d'un bison, La révolte des cafards, apparaîtra l'année prochaine, c'est ce mouvement où finalement il devient un des leaders, parce que fondamentalement, plein de personnes dans la même situation se retrouvent à penser la même chose au même moment. Et lui, il arrive là, et son petit plus, c'est qu'il a un diplôme d'avocat, même si c'est un très mauvais avocat, il a un diplôme d'avocat qui fait qu'ils vont vite avoir besoin d'un type qui a un diplôme d'avocat, et qui va... En plus, c'est un très bon orateur, c'est une grande gueule, c'est quelqu'un qui a quand même vu du pays et qui a réfléchi et qui est quelqu'un de très intelligent, donc qui arrive en plus à tirer vers le haut ce mouvement et à aussi en faire quelque chose. Il n'est pas là complètement par hasard. Mais il y a toujours ce balancier de... il n'est jamais sûr de lui et en même temps c'est un salaud, mais en même temps il est attachant et en même temps... tout ce qui fait la richesse de son personnage et qui fait que 2 volumes de ses mémoires, c'est pas les mémoires de Gaulle, quoi. Il y a un truc en plus. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être écrivain, Acosta. Et il le raconte d'ailleurs, il le parle dans Mémoire d'un bison, il dit à un moment j'ai décidé de devenir écrivain. S'il arrive à Los Angeles, il a décidé d'écrire son grand œuvre. Et il y a un volume aux États-Unis qu'a fait une université spécialisée sur ces questions-là, qui a recueilli tous les textes d'Acosta. Et on voit que très tôt, il écrit des nouvelles qui sont pas terribles et finalement je pense que le déclic que produit chez lui Thompson, c'est qu'il comprend que la matière de son écriture ça va être sa vie, c'est-à-dire c'est ce genre d'auteur qui ne saura pas raconter une histoire d'amour qui se passe à New York parce que c'est jamais qu'un gros Mexicain du fin fond de San Francisco. Donc c'est ça qu'il doit raconter. Et à un moment, je pense que le déclic que fait Thompson, c'est ce que tu vis, c'est ça la matière de ton écriture. Et la manière dont tu vas le raconter, c'est cette manière orale, naturelle, spontanée, qui peut des fois du coup être, surtout dans le début du premier livre, puisque c'est voilà, son premier livre et il apprend un peu en l'écrivant, donc il est un peu bordélique au début, parce qu'on sent qu'il a plein de choses à raconter, il ne sait pas forcément comment les organiser et tout, et petit à petit ça se structure. Et je pense, mais ça c'est mon avis, hein, c'est pas forcément, que c'est en ça que Thompson l'a influencé, ou en tous ces cas qu'il a eu cette prise de conscience en voyant travailler Thompson, ah oui en fait c'est ça que je dois raconter, c'est ça que je connais, et c'est dans ça que je suis capable d'écrire. On a cherché longtemps un nom et on avait très peur que ce soit un nom qui veuille dire quelque chose.
et qui du coup cadre trop brutalement une ligne éditoriale. Et du coup, on a cherché un nom un peu valise, un nom qui serait comme un prénom. Un prénom, ça ne va pas définir la personnalité de la personne qui le porte, c'est le contraire. Du coup, on cherchait des mots un peu avec une consonance assez jolie. Et puis, c'est au moment où Anacarsis sortait La mort de Tusitala. Et Michael et moi, on aime beaucoup Stevenson. Et donc, c'est Michael qui a eu l'idée qu'on prenne ce nom. Enfin, on avait chacun des listes avec des propositions. Et ça nous a plu tout de suite. En plus, on ne connaissait pas notre logo à l'époque, mais c'est des lettres facilement encastrables les unes avec les autres. La consonance était chouette. Ouais. Et en plus, faisant de la littérature étrangère, ça avait ce côté étranger. Ouais, à la fois c'est Stevenson, c'est quand même un écrivain qui est aussi un écrivain voyageur. C'est un nom qui vient des Samoa. Et en même temps, personne ne sait vraiment d'où vient ce nom. Donc il y en a qui trouvent que ça fait italien ou espagnol, russe, tahitien, on n'en sait pas trop. Mais ça fait étranger. Et ça a cette logique du voyage. Et c'est vrai que la figure de Stevenson nous allait bien. Et en plus, on s'est rendu compte après que c'était une espèce d'araignée. Et ce qui a beaucoup plus inspiré notre graphiste que Stevenson, je crois. Et du coup, ça nous a permis d'écouler aussi sur la charte graphique de ce logo qui est donc en forme d'araignée. Et après, de cette trame, donc l'étoile d'araignée, le réseau, les trames, voilà, on est parti de ça. Et de fil en aiguille, la charte graphique découle aussi de ce nom et de son côté araignée. Arachnéen, j'aurais dit arachnéen. C'est toi, comme j'aime bien, c'est toi qui parles, tu dis des trucs bien et moi je rajoute je suis la note de bas de page. Et du coup, on n'allait pas non plus donner un prénom à notre maison d'édition parce que c'était ridicule. Les éditions Jean-Michel. Les éditions Jean-Claude.